Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Merci d'être venus parmi nous, jusqu'à chez nous, en cette journée compliquée. Nous poursuivons aujourd'hui notre programmation pensée dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT+. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Edith Bruder, à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, qui est paru donc au début du mois de mars aux éditions Albin Michel et qui s'intitule « Histoire des relations entre Juifs et Noirs, de la Bible à Black Lives Matter ». Je voudrais saluer et remercier Julien Darmon, responsable d'édition chez Albin Michel, qui nous a informés il y a de ça quelques mois de ce projet de publication. Publication qui, de prime abord, peut étonner et surprendre le lecteur francophone et plus largement le lecteur européen, en pensant qu'il s'agit là d'un sujet incongru, peu connu et mal documenté. Or, Edith Bruder, quand on vous lit et quand on parcourt la longue et très riche bibliographie qui se situe à la fin de l'ouvrage, on réalise qu'un nombre conséquent d'études a été consacrée à cette histoire des relations entre Juifs et Noirs, que la grande majorité de ces études nous viennent des États-Unis et qu'elles se sont particulièrement intéressées à la coopération entre les deux communautés au moment du mouvement des droits civiques contre la ségrégation raciale. Ceci dit, vous expliquez également que l'histoire des rapports entre Juifs et Noirs examinée sur le long terme, plus que le long terme, vraiment sur la longue durée, et en remontant, comme vous le faites, à la genèse de cette histoire, a par contre encore été peu étudiée. Et c'est donc à cette histoire complexe, vieille de 2000 ans, cette histoire complexe vieille de 2000 ans que vous nous faites découvrir dans ce livre, en discutant des questions à la fois religieuses, sociales et politiques engendrées par le destin commun et l'interaction entre ces deux minorités. Et c'est donc une lecture que j'ai trouvée particulièrement salutaire et très utile en ces temps troublés où on constate des crispations identitaires et des rivalités mémorielles entre minorités, car cet ouvrage nous permet de comprendre que les identités ne sont pas figées, que les questions identitaires sont mouvantes et qu'elles évoluent à travers les époques, à la faveur, en fonction des interactions entre différentes minorités qui vont produire une histoire commune et partagée. Et en ce sens, ce livre nous offre un savoir et des outils précieux pour défier la vision essentialiste, figée et ahistorique véhiculée par l'antisémitisme et le racisme. Donc voilà, c'est un début, c'est la première fois qu'on parle de ce sujet au Mémorial et on est très très heureux de vous accueillir ce soir, Edith Bruder. Pour discuter avec vous de ce livre, nous avons également le plaisir d'accueillir Vincent Villemain. Je vais laisser André Loez vous présenter, mais je dirais que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université du Mans et que vous travaillez, une partie de vos travaux porte également sur la question des minorités. Et donc, pour animer ce débat, nous accueillons André Loez, qui est également, comme nos invités, historien, auteur de plusieurs livres sur la Première Guerre mondiale. Vous avez dirigé le tome 3 de la série Monde en guerre, qui a été publié il y a 2 ans aux éditions Passé Composé. Et parallèlement, ou essentiellement, je ne sais pas, aujourd'hui, vous vous consacrez à l'histoire publique, à travers une activité de critique au monde des livres et aussi à travers un podcast que je vous recommande vivement, qui s'appelle Parole d'Histoire, que vous avez créé en 2018 et qu'on peut
qu'on peut écouter sur toutes les plateformes, hein. En gros, donc parole au pluriel d'histoire. Et je vous recommande vivement ce podcast parce que il porte sur toutes les époques de l'histoire. Et donc c'est assez incroyable que André Loez puisse interroger, se plonger dans des époques différentes dont vous n'êtes pas nécessairement évidemment spécialiste. Et avec vos invités, vous allez parler de livres récents ou plus anciens, des livres classiques, de débats et controverses historiographiques. Et c'est très intéressant parce qu'on n'a évidemment pas le temps de tout lire et que quand on écoute votre émission, après on a l'impression d'avoir quasiment lu l'ouvrage. Donc voilà, je vous recommande vivement ce podcast. Et André, je vous cède la parole pour mener ce débat. Merci. Merci beaucoup, merci donc au Mémorial de la Shoah pour cette invitation, pour l'organisation de cette rencontre. Merci à vous d'être venus, même si ce n'était pas forcément simple d'être présent et présente. Donc j'ai le plaisir d'être ce soir avec Edith Bruder. Alors Julie Mecq les a déjà un petit peu présentés, mais je vais dire un petit mot supplémentaire. Edith Bruder, donc, qui est chercheuse au CNRS, également à l'UNISA, l'Université d'Afrique du Sud, et à l'ISGAP à New York, et qui vient de publier donc, chez Albin Michel le livre dont nous discutons ce soir. Il y a une table avec les livres, donc je pense qu'il y aura sans doute tout à l'heure un moment de dédicace. Et ce livre, donc, Histoire des relations entre Juifs et Noirs, de la Bible à Black Lives Matter, publié chez Albin Michel. Et dans la lignée de travaux précédents, de livres également chez Albin Michel, Black Jews, les Juifs noirs d'Afrique, et également Juifs d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière. Donc on discutera sans doute de la continuité de vos travaux et en même temps de ce thème qui est légèrement différent. Et puis, pour discuter également de ce livre, Vincent Villemain, qui est à côté de moi, donc maître de conférence Le Mans Université. Vous avez notamment publié Des femmes juives dans le sionisme en 2018 aux éditions Champion, et vous travaillez à la fois sur le judaïsme contemporain et plus largement sur les questions identitaires, les questions raciales. Alors, mes premières questions seront évidemment pour Edith Bruder, pour qu'elle nous présente un petit peu le projet de ce livre, et puis ensuite on va organiser un dialogue entre nous trois pour essayer de l'aborder ensemble, en laissant évidemment un temps de discussion avec vous. Donc si vous avez des questions, vraiment, voilà, n'hésitez pas à les noter, à y penser, et puis on essaiera d'échanger tout à l'heure. Alors Edith Bruder, je voulais d'abord vous demander comment est né le projet de ce livre, à la fois en continuité d'une recherche savante sur les questions de construction identitaire du judaïsme et également des Juifs d'Afrique, donc de cette particularité d'une rencontre entre deux identités, mais également, on le sait, Julie Mecq l'a rappelé, c'est une question qui est très sensible, c'est une question politique également. Donc est-ce que dans l'écriture du livre, il y a également voilà, une intention, merci, une intention politique ou une volonté de participer au débat public, d'éclairer le débat public? Pas vraiment. Voilà. Pas vraiment, et pas de façon littérale, en tout cas. L'idée de ce livre, ce qui m'est apparu au cours du temps comme une évidence, c'était de chercher à clarifier les relations entre deux minorités discriminées et leur rapport. Au cours de mes recherches précédentes, notamment sur les Juifs d'Afrique subsaharienne, et d'ailleurs, puisqu'il y a un ouvrage qui leur est dédié aux Juifs d'ailleurs, je me suis souvent trouvée confrontée à la perception que les uns et les autres pouvaient avoir en miroir. Et c'est comme cela qu'est né ce livre, et surtout le fait que, bien sûr, comme Julie l'a exposé, il y a de très nombreux articles, livres, ouvrages universitaires et non universitaires, notamment aux États-Unis, sur des périodes, des moments de crise essentiellement, peu sur les moments fastes et heureux des relations, et en tout cas, à ma connaissance, jusqu'à ce jour, rien ou pas grand-chose sur le temps long, sur la durée. Or, c'est une relation qui s'est construite sur plus de 2000 ans. Merci. Alors, il y a, en vous lisant, quelque chose qui m'a frappé, c'est l'attention très grande que vous avez, et très louable, je pense, à parler des Juifs et des Noirs, mais sans essentialiser les Juifs et les Noirs, comme si c'était deux entités évidemment monolithiques, identiques. Ça a été, j'imagine, un des axes directeurs de votre travail, que d'essayer de comprendre des Juifs, des Noirs, dans des configurations différentes, se construisant différemment suivant les groupes, suivant les époques, et donc d'essayer de ne pas tomber dans ce piège qui pourrait finalement toujours guetter ce type d'approche. Oui, comme vous le savez, on n'est pas neutre.
On projette ce qu'on est, ses propres héritages, son histoire, sa vision du monde. C'est vrai que je me suis confrontée à ces difficultés et que je tenais à être, comment dire, un témoin. Je me répétais qu'il s'agissait de recherche historienne critique, qu'il ne s'agissait pas de projeter, de faire des projections de ce que moi je peux véhiculer dans ma mémoire ou dans mon inconscient. J'ai vraiment souhaité l'exposer, alors d'une part avec distance et surtout en montrant qu'on peut parler des juifs et des noirs, mais on ne parle pas de tous les juifs et de tous les noirs à la fois. Je tiens au des juifs et des noirs et pas les juifs et les noirs. Au cours du temps et au cours des moments partagés aux États-Unis, essentiellement, il y a eu des noirs qui étaient totalement proches des juifs et d'autres qui ne l'étaient pas. Et ça continue, plus que jamais. Alors peut-être une première réaction, Vincent Villemain, dans votre lecture de ce livre. Vous avez plutôt travaillé sur le 19e, 20e siècle. Est-ce que vous avez été intéressé, frappé par cette démarche de temps long qu'Edith Brodeur nous a présentée, qui consiste à remonter aux origines, y compris aux origines textuelles, bibliques, d'un certain nombre d'idées, de stéréotypes, notamment de toute la façon dont, dans le texte biblique, on trouve des références à l'Afrique, on trouve des références à l'esclavage, et la façon finalement dont ces références ont été ensuite relues, réinterprétées, et en ont fini par constituer un certain nombre de stéréotypes ou parfois d'idées reçues sur ce qu'il y a dans ces textes. Voilà, comment vous avez reçu toute cette partie antérieure finalement à votre période de spécialité ? Moi, il se trouve que dans le cadre du programme RELRAS dont je m'occupe actuellement, on travaille aussi sur le temps long, donc je suis extrêmement sensible au projet et je trouve que cette ambition est tout à fait remarquable parce que c'est extrêmement risqué, d'abord, de travailler comme ça sur des objets aussi larges et sur un temps aussi long. Donc, une ambition tout à fait remarquable et c'est globalement très réussi. Enfin, moi, j'ai apprécié la mesure que l'on rencontre dans l'ensemble de l'ouvrage sur l'ensemble des sujets traités et sur toute la période. Donc une ambition qui moi, me plaît, parce qu'aujourd'hui, les historiens, les historiennes ont tendance, et je comprends aussi leur prudence, hein, à rester dans un champ assez restreint de leur spécialité, à oser prendre de risques. Mais il me semble que dans le débat public, parfois, il faut oser prendre des risques. Et vous le prenez. Hein, c'est vraiment un très gros risque, en fait, de faire un ouvrage comme ça sur un temps aussi long, sur des sujets aussi tendus pour certains aspects. Et donc, déjà, rien que pour ça, bravo. Et moi, on reparlera peut-être après des constructions autour de la Bible, parce que je pense que c'est un sujet fondamental que tu traites d'ailleurs dans l'ouvrage. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est les réflexions en fait sur la notion d'âge d'or ou d'âge sombre des relations entre minorités. Donc, c'est des questions qui sont abondamment traitées dans l'histoire du judaïsme, hein, le pseudo-âge d'or qui pourrait exister dans l'Espagne des trois religions, etc. Et puis, les historiens, quand ils creusent un petit peu, ils se rendent compte qu'il n'y a jamais vraiment d'âge d'or. Et puis, dans l'autre sens, en fait, hein, y compris dans les périodes les plus sombres, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui ne correspondent pas exactement toujours à la catastrophe qui est décrite. Et ça, on le voit très bien dans votre ouvrage. Et ça m'a beaucoup plu, parce qu'évidemment, vous traitez de ce qu'on appelle un petit peu l'âge d'or des relations juifs-noirs, autour des années 20, on va dire, jusqu'aux années 1960. Et vous montrez qu'à cette époque-là, oui, il y a une alliance des élites en particulier contre la ségrégation, contre les discriminations, contre les juifs. Mais quand on creuse un petit peu et qu'on va au ras du sol, hein, à Harlem par exemple, il y a des tensions extrêmement vives entre les propriétaires de maisons juifs et les migrants qui viennent du sud, qui s'installent et qui sont évidemment d'une très grande pauvreté quand ils arrivent en général dans ces quartiers-là. Donc il y a des tensions qui existent aussi à la base. Et inversement, aujourd'hui, on sait que depuis les années 1970-80, hein, il y a un fossé qui s'est creusé entre ces deux communautés aux États-Unis. Mais là aussi, vous montrez bien qu'au-delà des fortes tensions autour de la Nation of Islam, des Black Hebrew Israelites, dont on reparlera, il reste évidemment des lieux de rencontre, des lieux d'échange, et ça m'a beaucoup plu.
Alors peut-être pour revenir un instant sur cette dimension des origines, je pense qu'il est important de dire qu'un des résultats de ce que vous écrivez, de ces premiers chapitres, consiste à montrer que le texte biblique n'indique pas que les Noirs sont voués à l'esclavage. C'est une interprétation qui en est souvent faite et qui est une interprétation déformée, transformée, sédimentée par toute une série de commentaires, mais le texte biblique ne dit pas ça. C'est un texte d'ailleurs qui a des ambiguïtés, des incohérences, vous le dites, mais en tout cas on ne peut pas le lire de cette façon littérale et on ne peut pas en tirer une justification, comme ça a pu être le cas par la suite au Moyen-Âge, à l'époque moderne, etc. Eh bien oui, en effet, c'est absolument pas ce qui est dans le texte biblique. Bon, quand la Bible évoque l'Afrique ou les Africains, elle les nomme Couche ou Couchim, et ça n'a rien, absolument rien de péjoratif. La question de la couleur apparaît ça et là, mais de façon qui n'est absolument pas caricaturale ou péjorative encore. Le passage de la Genèse 9 qui évoque la malédiction de Cham, c'est à partir de ce passage qu'il y a eu des manipulations textuelles en quantité et des dérives aussi bien épistémologiques que sémantiques qui ont mené au fait que de la malédiction, on est passé à la couleur, à l'africain, et de l'africain, comme ça arrangeait tout le monde à un moment donné par rapport justement au fait que les routes de l'esclavage s'étaient ouvertes, l'assimilation s'est faite petit à petit, et ce sont ces manipulations qui ont fait que finalement, noirs et esclaves sont devenus associés. Alors tout le monde a contribué, par tout le monde j'entends, aussi bien les exégèses bibliques que les pères de l'Église, que les auteurs des pays musulmans. Les Juifs vivaient dans tous ces pays. Ils étaient au contact comment dire, des pouvoirs, souvent par leur statut mis à l'écart quand il s'agissait de pays musulmans où ils étaient des dhimmis. Mais cependant, leur vision du monde et ces exégèses ont imprégné toutes les cultures que je viens de citer. Donc, à ce titre, oui, ça s'est répandu comme cela, et ce sont très clairement, et j'y tiens beaucoup, des manipulations textuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui provienne de la Bible qui implique la malédiction d'un Africain. C'est tout à fait quelque chose qui est rentré dans tous les inconscients, qui les a imprégnés, mais qui n'a aucune justification. Oui, pour rebondir et poursuivre, cette fameuse malédiction de Cham, c'est une extraordinaire forgerie qui en plus se produit deux fois, d'abord dans le monde musulman et puis ensuite dans le monde chrétien, à chaque fois évidemment pour justifier de l'esclavage des Noirs, sans qu'il y ait de lien nécessairement entre les deux forgeries en fait, et se basent sur le même substrat, sur les mêmes exégèses, sur les mêmes commentaires divers et variés, avec un nombre très important de sources, mais sans qu'elles soient reprises dans le monde chrétien du monde musulman. En fait, elle est forgée deux fois. Et c'est une extraordinaire forgerie, en fait, parce que le texte de la Genèse 9, en fait, est une étiologie de l'esclavage, et puis aussi, évidemment, une justification de ce qui se passe après, une prédiction de ce qui se passe après, à savoir la conquête de Canaan par Israël. Mais évidemment, il n'y a aucun rapport avec l'Afrique, les Africains, etc. D'une manière générale, en fait, la Bible, et c'est vrai également pour le Coran, sont totalement hermétiques à la couleur. Il n'y a quasiment aucune mention sur les milliers de mots que compte la Bible. Il y a déjà très très peu, quelques dizaines de mentions de couleur, juste la couleur, et jamais, sauf peut-être à une occasion, sur la question du léopard qui peut changer, le couchim et les léopards qui peuvent changer de peau, mais sinon il n'y a aucune mention en fait du physique d'une manière générale et de la couleur de peau en particulier. Donc ce qui veut dire en fait que sur la colorisation des personnages bibliques, qui est noir, qui est blanc, qui est rouge, jaune, vert, etc., ça ne fonctionne absolument pas sur une description qui est faite dans la Bible, ça fonctionne sur une analyse des lignages en fait qu'on rencontre dans la Bible et sur l'association que ne fait pas la Bible d'ailleurs, que font ensuite les pères de l'Église, les commentateurs rabbiniques également, de la table des peuples, en attribuant en fait aux descendants de Noé des régions du monde en fait.
à partir de choses qui sont très concrètes. Les Kushim, c'est pas seulement en hébreu qu'on les associe à ce qui sera l'Éthiopie des Grecs. Mais voilà, en replaçant sur la carte du monde ses descendants, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de Noé. Donc aucune ou presque aucune mention de la couleur, enfin rien d'explicite en tout cas, mais des lignages qui vont ensuite permettre de créer cette espèce d'ethnogéographie biblique sur laquelle après on peut construire évidemment de la discrimination. Alors, cette question de l'esclavage, elle est assez centrale, y compris dans un rapport temporel élargi, puisque on vient d'évoquer le texte biblique et le fait qu'il ne condamne pas du tout les Africains à l'esclavage, comme ça a pu être dit par la suite. En revanche, ce qui est vrai, c'est que par la suite, il y a évidemment une traite esclavagiste qui déporte des Africains vers le Nouveau Monde en particulier. Et ça rebondit temporellement, puisque au XXe siècle, et en particulier dans les années 1980, au moment où s'affirme, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, des formes virulentes de nationalisme noir, avec des formes d'antisémitisme très affirmées, un certain nombre de gens, dont Louis Farrakhan, on en reparlera sans doute, vont utiliser ce passé reconstruit, fantasmé, pour dire finalement les causes de notre malheur historique, les causes de l'esclavage, ce sont les Juifs qui ont été les acteurs principaux de la traite, qui ont été les grands artisans finalement, en retrouvant d'ailleurs des stéréotypes antisémites bien connus, du Juif qui manipule et qui contrôle tout. Et donc il y a eu à un moment donné un discours extrêmement virulent de nationalistes noirs pour dire finalement l'esclavage c'est la faute des Juifs. Alors, sans peut-être expliquer tout de suite d'où vient ce discours, pourquoi dans les années 80 ça se radicalise, etc., vous avez consacré dans votre livre toute une série de passages à essayer de montrer comment l'historiographie s'est emparée de cette question, et les historiens des XVIIe, XVIIIe siècles se sont mis à chercher, compter, quantifier, en disant, voilà, en Hollande, en France, à Bordeaux, etc., est-ce qu'il y a des armateurs juifs, des financiers juifs, combien il y en a, etc. Autrement dit, un vrai effort historien, et vous faites la synthèse de cet effort historien pour répondre finalement à cette accusation antisémite dans son origine, consistant à dire les responsables de l'esclavage sont les Juifs. En effet, c'est une notion qui circule et qui a créé beaucoup de tensions et qui en crée toujours aux États-Unis. Bien sûr, on peut penser, quand c'est affirmé comme ça l'a été dans le manifeste The Nation of Islam, on peut penser que c'est vrai. Or, il faut revenir à des données chiffrées, et c'est ce que j'ai tenté de faire en utilisant les études faites par d'autres historiens, notamment sur des bases de données transatlantiques concernant l'esclavage. Ce sont des historiens que je cite dans l'ouvrage, et en se tenant à tout ce qui était archives et documents, si ce n'est certifiés, au moins valides, au sens où, par exemple, les entrées de port et de fret, ce type de document-là ne peut pas vraiment mentir et n'avait pas de raison de mentir sur le patronyme des compagnies de fret qui effectuaient toutes les allées et venues et le commerce triangulaire. Donc, j'ai vraiment souhaité me prendre de la distance par rapport à ce poids énorme des accusations de The Nation of Islam pour essayer de comprendre quelle avait vraiment été la place des Juifs dans le commerce des esclaves. Il apparaît, et je donne des chiffres dans l'ouvrage, il apparaît que les Juifs n'ont pas eu le rôle qui leur a été attribué par ce manifeste. Des chercheurs juifs se sont également emparés de la question. Je les cite dans l'ouvrage, Brian Davis, Drescher, Liebman, enfin d'autres. Ils se sont emparés de ça pour montrer que c'était là aussi des manipulations de sens, de textes, de données, mais même pas de données, c'était des affirmations qui avaient monté cette cabale. C'était dans les années 90-91. L'ouvrage est paru en 91 et qui a radicalement détérioré les relations entre les communautés aux États-Unis.
Alors, cet effort historiographique pour dire les Juifs ne sont pas les responsables de l'esclavage, en même temps, vous montrez qu'il contribue aussi à établir qu'il y a des Juifs qui ont pu ponctuellement tenir tel ou tel rôle. Moi, j'ai appris en vous lisant, par exemple, qu'il y avait des Juifs, pas très nombreux, mais quand même, installés au sud des États-Unis, dont certains possèdent des esclaves avant la guerre de sécession, alors plutôt moins que les gros planteurs blancs traditionnels du Sud, mais ça peut exister aussi. Autrement dit, les Juifs, on ne peut pas les essentialiser en disant c'est le responsable de l'esclavage, mais il serait tout aussi faux de dire aucun Juif n'a jamais détenu d'esclaves, etc. En fait, ils correspondent à leur ancrage social, et donc le travail de l'histoire consiste à les contextualiser, à dire, ben voilà, effectivement, il y a des Juifs qui ont pu, à tel endroit, financer un navire esclavagiste, mais sans qu'ils soient ni majoritaires, ni seuls dans l'affaire, mais simplement, à cette époque, à l'époque moderne et jusqu'au XIXe siècle, il y a des Juifs dans différents contextes sociaux, dont certains ont pu rencontrer cette question de l'esclavage. Absolument, dans la mesure où les Juifs étaient, par exemple, vous avez parlé du Sud, étaient des habitants du Sud comme les autres. D'abord, ils n'étaient pas particulièrement fortunés. C'était de petits commerçants. Ils vivaient souvent dans l'arrière-boutique de leur commerce. Ils n'avaient pas vraiment besoin d'esclaves. Bien sûr, il y avait quelques Juifs qui étaient des planteurs et ils avaient des esclaves. Mais si on fait le rapport de nombre d'esclaves possédés par les Juifs et par d'autres, par des protestants ou des catholiques, il n'est pas plus important, il est plus faible. Il est plus faible parce que leur position à ce moment-là ne leur permettait pas, mais par ailleurs, ils étaient des citoyens du Sud comme les autres. Et leur but profond, c'était d'être assimilés. Donc, être assimilé implique partager la vision du monde de ceux parmi lesquels ils évoluaient. Donc, c'est ambigu. Non, mais je crois qu'il faut en revenir à ce qu'on avait dit initialement, en fait, la distinction entre le défini et l'indéfini. Il y a des Juifs qui ont armé des bateaux, qui ont possédé des esclaves. Ça ne signifie pas que les Juifs sont responsables de l'esclavage. Et c'est ce que montre bien votre ouvrage. Si je peux rebondir, ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, ce que montre évidemment très bien Edith, au même moment où ces accusations naissent, naît également l'accusation que non seulement les Juifs ont pratiqué et sont les principaux responsables de l'esclavage, mais qui sont également ceux qui ont armé intellectuellement cette pratique esclavagiste. Dans les années 70, en fait, on voit apparaître de nombreux travaux dans les milieux des Black Studies qui expliquent que cette malédiction de Cham, donc cette forgerie permettant de justifier théoriquement à partir de la Bible de l'esclavage des Noirs, est de la responsabilité principale des Juifs. Ce qui est évidemment complètement faux en soi. Bien entendu, il existe des textes qui sont cités, ces textes existent, donc disons-le tout de suite, dans le Talmud, qui sont extrêmement déplaisants vis-à-vis des Noirs, qui correspondent à une légende rabbinique qui double en fait en quelque sorte la malédiction de Cham. Donc il y a celle de la Bible, de Cham qui a vu son père nu, etc. Et c'est Canaan, son fils, qui est condamné parce que son père a vu son grand-père nu. Et puis dans les légendes rabbiniques, il y a un autre récit qui se passe dans l'Arche, qu'on retrouve également dans l'exégèse chrétienne, l'idée que Dieu, à travers Noé, avait prohibé les relations sexuelles dans l'Arche. C'est rigoureusement interdit, pendant le temps où on était sur l'Arche, d'avoir des relations sexuelles. Et trois individus auraient bravé cet interdit sexuel, le chien, le corbeau et Cham. Et donc la légende rabbinique dit que le corbeau est condamné, je crois, à cracher sa semence par son bec, que le chien est condamné à rester collé à la femelle après avoir copulé, et que Cham est condamné à être noirci, et sa descendante à être noirée, dit un deuxième texte. Donc ces textes-là, ils existent, mais ça correspond à, je crois que Goldenberg avait fait le calcul, sur l'ensemble du Talmud, ça correspond à 0,00006% de ce qui est écrit, et c'est l'opinion de 2 personnes sur plus de 5000 recensés, et ça n'a pas particulièrement d'influence. Donc ça a servi ensuite, parce que ça a été lu, repris, c'est transmis, on trouve ça également, on trouve ce genre de récit également dans d'autres littératures du Proche-Orient, de la fin de l'Antiquité, du début du Moyen-Âge. On trouve ça dans la littérature samaritaine, on trouve ça dans la littérature syriaque, on trouve ça dans la littérature arménienne. Donc on voit ces choses-là qui percolent, en fait, et qui sont progressivement agglomérées, au moment où, dans le cadre de l'islam, une première fois, puis ensuite dans le cadre du christianisme atlantique, une deuxième fois,
on cherche une façon de justifier de l'esclavage des Noirs. Et évidemment, ce qui est surprenant, hein, c'est ce renversement dans les années 70, où tout d'un coup, non seulement les Juifs sont les responsables de l'esclavage, mais ils sont également ceux qui ont forgé les armes pour justifier de l'esclavage. Et le renversement est évidemment très, très rude, hein, après des années d'alliance dans le cadre du mouvement des droits civiques. Alors peut-être pour parler justement de ces années d'alliance, le passage le plus substantiel du livre porte sur un long XXe siècle aux États-Unis, on va dire entre les années 1880 et 1980, avant, disons, que ce renversement se fasse plus douloureux. C'est une histoire, on le comprend en ayant écouté déjà les premières interventions, qui est largement une histoire américaine, pas seulement, parce que c'est des questions qui travaillent aussi la société israélienne, la société française depuis quelques décennies, mais c'est sans doute aux États-Unis que se cristallise pour la première fois avec cette ampleur le phénomène de miroir que vous étudiez, c'est-à-dire que deux groupes qui chacun connaissent des formes de discrimination, des formes de marginalisation par rapport au groupe dominant, se voient, se lisent, se comprennent en miroir, se définissent parfois l'un par rapport à l'autre, et parfois vont nouer des alliances dès l'époque de la guerre civile et les lendemains de la guerre civile, dans les années 1880-90. Un certain nombre de gens, notamment des communautés juives du Nord, commencent à dire que le sort des Noirs au Sud est inacceptable et c'est une discrimination qui renvoie à leur propre expérience, etc. Autrement dit, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse de ce rapprochement et de cette construction en miroir qui se joue à la fin du XIXe siècle aux États-Unis? À la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, il y avait bien sûr une disparité de situation entre les Juifs et les Noirs, ne serait-ce que par rapport à leur statut de citoyen. Les Juifs étaient extrêmement organisés au sens de groupements, d'associations, pour défendre leur propre autonomie, leur propre image. L'antisémitisme existait déjà, puisqu'à cette époque, les Juifs n'avaient pas accès à certains clubs, puisqu'ils n'avaient pas accès à certaines activités dans la fonction publique. Ils n'étaient pas toujours bien acceptés. Et je le dis modérément. Par ailleurs, ils avaient une organisation communautaire des journaux qui militaient pour leur propre cause. À un moment donné, ils ont bien sûr pris conscience, à un moment donné, et au cours du temps, mais le moment donné, ce sont des émeutes dans les années 1900, un peu avant 1910, où des voix ont commencé à s'élever par rapport au sort qui était réservé aux Noirs et à la violence dont ils étaient l'objet. Et là, les Juifs ont commencé à se rassembler entre eux, à créer quelques groupes de parole pour pouvoir commencer à prendre en charge cette problématique-là. À la même époque, et parallèlement, dans certaines communautés noires, le modèle juif, qui avait été décrit comme tel par Booker T. Washington, était mis en avant comme une planche de salut pour les Noirs. Ils s'en sont sortis, ou ils sont en train de s'en sortir. Alors tout ça n'est pas très homogène, hein, c'est très ambivalent. Ils s'en sont sortis, mais on leur en veut aussi de s'en être sortis, parce que c'est sur notre dos. Donc il y a tout un tas d'allers et retours comme ça, d'émotions et de sentiments profonds. Et il y a eu rapprochement, et il y a eu création de la NAACP, qui est l'association qui au départ a été montée par des Juifs et par Du Bois, un Noir qui était le leader de l'intelligentsia afro-américaine, pour militer, et militer vraiment. Et c'est comme ça qu'a commencé la très belle
lutte pour les droits civiques, puisque les Noirs ne bénéficiaient pas, en dépit des arrêtés constitutionnels, ne bénéficiaient pas vraiment du statut de citoyen. Ils ne pouvaient pas voter dans le Sud. Avec un élément supplémentaire qui permet aussi cette convergence, Vincent Villemain, peut-être qu'on peut en dire un mot, c'est le fait que dans beaucoup de communautés noires du Sud, l'imagerie biblique de l'Ancien Testament, le sort des Hébreux, chassés, errants, dominés, mais restant unis et finissant par être soudés, finalement devient aussi un modèle. Autrement dit, un certain nombre de Noirs se vivent comme juifs ou à travers un vocabulaire juif hérité de l'Ancien Testament. Et du coup, ça permet aussi de créer les conditions d'une convergence. Ouais, c'est effectivement le premier pas, hein, cette construction d'un christianisme noir largement fondé sur la relecture de la Bible et en particulier du récit de l'Exode, hein, cette association du destin des Africains américains esclaves à celui des Hébreux en Égypte. Hein. C'est un premier pas qui va ensuite, effectivement, on va en reparler sans doute, conduire, au-delà de cette assimilation symbolique, à une revendication d'être soit des membres des tribus perdues d'Israël, soit au-delà de ça, carrément les vrais et seuls Israélites, mais ça, on en reparlera sans doute davantage. Je voulais rebondir, si je peux, sur ce que vient de dire Edith, en reprenant d'ailleurs ce que j'ai lu du livre. Hein. Ce qui m'a vraiment semblé extrêmement intéressant, c'est d'abord quand tu montres que il y a des Juifs aussi aux États-Unis. Il y a cette première communauté qui s'installe au milieu du 19e siècle, qui vient d'Europe centrale et qui réussit à se faire une place aux États-Unis. Et puis ensuite, on a les vagues d'immigration qui arrivent de l'Empire russe et qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas forcément toujours, comme c'était le cas en France d'ailleurs, très bien reçus par les communautés juives installées, et que cette vague-là va entraîner un regain d'antisémitisme au moment où la ségrégation bat son plein, ce qui crée la collusion. Et puis moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu en te lisant, c'est de montrer que bah oui, il y a une forme d'alliance dans la NAACP ou autour de Booker T. Washington, mais que parfois ces alliances sont également critiquées à l'interne, en fait, par des Juifs ou par des Noirs. Hein. Quand Julius Rosenthal, qui était le fondateur de Sears and Roebuck, qui a fait fortune dans la vente par correspondance et qui était beaucoup apprécié en fait par les Africains-Américains parce que en fait, ces magasins ou ces catalogues étaient complètement ouverts aux Africains-Américains. Et donc quand il finance en fait les projets de Booker T. Washington, eh bien, Du Bois peut dire oui, mais là ça ne va pas parce que derrière Booker T. Washington, vous soutenez la ségrégation puisque Booker T. Washington ne la remettait pas en question. Il voulait un progrès de la population noire, mais ne remettait pas en question le projet politique. Donc, ce qui veut dire que même quand il y a des alliances, en fait, il peut y avoir dans les différents camps des sujets de tension. Puis tu montres très bien aussi qu'au moment de l'esclavage, il y a des juifs pour défendre principalement au nord, évidemment, l'émancipation, et puis on a aussi des juifs qui soutiennent l'esclavage parce qu'ils sont généralement installés dans le sud et que la plupart du temps, ils soutiennent le modèle du sud. Donc c'est toujours extrêmement complexe de voir que même dans les cas d'alliance, en fait, ça peut être contesté parce que les stratégies sont différentes pour lutter vis-à-vis de la ségrégation. Oui, d'autant plus qu'au sein même des communautés noires, les avis étaient fortement divergents. Booker T. Washington était considéré comme accommodationniste, ce qui n'était pas un compliment, ce qui voulait dire qu'il traitait avec l'ennemi blanc pour des arrangements. Or, au fur et à mesure de la prise de conscience de leur identité propre et de leur désir d'autonomie, cette position était extrêmement récusée par l'intelligentsia. Et par la suite, alors on va sûrement parler du Black Power, c'était totalement rejeté.
Avant d'arriver à ce rejet, à cette transformation de la deuxième moitié des années 1960 et qui se poursuit ensuite, il y a un moment qui est sans doute vu, d'ailleurs parfois peut-être avec une nostalgie excessive, mais en tout cas qui est vu comme le moment un peu de la rencontre idéale, c'est-à-dire une vraie convergence de l'activisme, des luttes au moment du mouvement des droits civiques, avec des photographies célèbres de Martin Luther King marchant bras dessus, bras dessous avec le rabbin Herschel par exemple, avec des jeunes étudiants juifs d'Université du Nord qui vont participer au Freedom Summer dans le Sud et vont aller militer, et certains d'ailleurs assassinés avec un militant noir par le Ku Klux Klan, autrement dit. Là, c'est pas simplement une aide à distance ou via des représentants ou un financement, etc. C'est un investissement concret de gens qui, ensemble, contribuent à dessiner l'horizon d'une égalité possible et d'une alliance entre communautés dans les années 1960, on va dire entre 1955 environ et 65. Il y a eu ce rapprochement très intéressant et puis qui a donné lieu à des amitiés entre Afro-Américains et Juifs au sein du NAACP, de la NAACP. Mais par ailleurs, il y avait des tensions quand même. Parce que, justement, tu as parlé de Julius Rosenthal. Bien, il était ce genre d'action philanthrope, le fait qu'il ait fait construire des établissements de santé, etc., c'était aussi taxé de paternalisme. Et le fait que les Juifs aient un petit peu la main, si je peux m'exprimer comme cela, sur le mode de vie dans certains quartiers, etc., ça alimentait une hostilité qui était présente parce que il y avait aux États-Unis un antisémitisme ordinaire et latent. Alors je mets bien sûr ordinaire entre guillemets, mais le résultat est qu'il a infiltré les populations afro-américaines. Et puis, voilà, de ce fait, c'était jamais complètement clair. Et puis d'ailleurs, aucune situation humaine ne me paraît jamais complètement claire, ni dénuée d'ambivalence. Je crois que le mot qui convient bien, c'est l'ambivalence. Alors cette ambivalence, dans une période similaire, on peut commencer à l'apercevoir en France, puisque cette histoire largement états-unienne se pose à d'autres échelles, notamment dans la France, puissance coloniale et pays où vivent des Juifs après la Seconde Guerre mondiale. Et on voit, et vous montrez que cette question émerge principalement dans les années 1950, dans la foulée notamment des réflexions sur le colonialisme d'Aimé Césaire et de tout un groupe de penseurs, d'intellectuels à la fois anticoloniaux, cherchant à penser la condition noire, mais cherchant aussi à penser la condition noire en écho à l'extermination des Juifs qui vient de se produire, et du coup en cherchant à comprendre quelles peuvent être les connexions, quels peuvent être les liens. Il y a une citation qui m'a beaucoup frappé dans le livre que vous faites d'un poète intellectuel, d'un père guyanais, d'une mère martiniquaise, Léon Gontran-Damas, qui écrit « Les Noirs portent leur étoile sur le front ». Et en lisant ça, on comprend bien que c'est une question qui peut être formulée dans ces termes-là après la Seconde Guerre mondiale. Oui, absolument. Là, les questions d'identification se sont posées avec beaucoup plus de clarté, de cruauté, compte tenu des événements. Et il y a eu ce genre de, comment dire, les Africains en France ont pu par moments s'identifier aux Juifs, plus que les Juifs ne se sont identifiés aux Africains en France par rapport aux États-Unis. Ça ne s'est pas du tout produit sur le même tempo, ni sur le même registre. Les situations sont extrêmement différentes, les situations sociales et humaines.
Et peut-être pour continuer sur ce tour d'horizon géographique, pour dire que ces questions émergent après la Seconde Guerre mondiale de différentes manières dans différentes sociétés. Il y a aussi la société israélienne qui, de plus en plus, va connaître une partie de sa population africaine, des juifs éthiopiens en particulier, qui ne sont pas toujours bien acceptés, bien intégrés par rapport à la population d'origine ashkénaze, ou même séfarade, même si ces derniers eux-mêmes n'ont pas forcément voilà, les mêmes possibilités sociales. Donc, dans la société israélienne aussi, ces questions se posent. Vincent Villemin, vous connaissez aussi ces enjeux. Peut-être vous voulez en dire un mot, ou Edine Bruder? En effet, bon, vous évoquez les Éthiopiens et leur retour, puisque c'est d'un retour qu'il s'agit en Israël dans les années 80-90. Bon, c'est un euphémisme de dire que ça ne s'est pas très bien passé. Ça s'est franchement pas bien passé. Et bon, les uns, et je pense qu'ils n'étaient pas prêts, les uns et les autres. Et puis, voilà, il y a eu un rejet. Maintenant, ce rejet, avec le temps, avec l'intégration, on peut peut-être, enfin, sans compter qu'il y a eu des épisodes et des incidents assez graves que je relate dans l'ouvrage, bon, ce rejet, on peut penser et espérer qu'avec le temps, il se gomme ou il s'atténue. D'autant qu'il y a maintenant le désir pour certaines communautés juives d'Afrique subsaharienne de trouver leurs liens et leurs ancrages en Israël. Alors peut-être Vincent Villemin, pour rebondir, cette question montre aussi que penser la proximité, la coexistence entre des communautés juives, mais avec une couleur de peau foncée, c'est aussi quelque chose qui conduit à questionner l'identité juive même et à penser parfois que être juif peut se définir de différentes manières, pas forcément suivant les stricts critères rabbiniques qui ont pu être définis à certains moments, à certains endroits, mais qu'il peut exister des juifs et des gens qui se revendiquent comme juifs dans des quartiers noirs américains, comme dans des parties de l'Afrique, et qui du coup posent différemment peut-être les questions identitaires au XXe siècle. Oui, alors avant les phénomènes d'autoconversion ou de revendication à l'israélité, hein, plus qu'à la judéité, ce qu'il faut noter, c'est qu'au XIXe siècle, c'est assez marquant, hein, le judaïsme européen s'émerveille très régulièrement en fait, de la découverte de ces communautés un peu oubliées ou un peu perdues, donc que ce soit les Beta Israël hein, en Éthiopie, mais également les juifs de Cochin, les juifs de Kaifeng en Chine. Donc de retrouver ces communautés-là avec toujours cette idée, ce mythe des tribus perdues, etc. Mais évidemment, pour rester 2 secondes encore sur Israël, c'est une chose que de s'émerveiller à distance, et c'est sans doute encore autre chose dans des contextes sociaux qui sont compliqués que de vivre sur place. Donc oui, évidemment, moi je formule aussi, comme Edith le veut, que ça se passe mieux. Et de fait, je pense que ça se passe déjà un peu mieux. On a eu la première ministre éthiopienne d'un gouvernement israélien. Mais il faut bien reconnaître que la situation des juifs des Beta Israël en Israël, donc des juifs éthiopiens en Israël, c'est à peu près la situation des Afro-Américains aux États-Unis. Ils représentent, je crois, 4% de la population, quelque chose comme ça. Ils sont, je crois, les chiffres sont très similaires aux États-Unis. Je crois qu'ils étaient en 2015. Donc j'étais en Israël au moment de l'émeute. Je vivais d'ailleurs dans le quartier Tel Aviv, qui est le quartier éthiopien. Une émeute donc consécutive au tabassage par des policiers d'un soldat qui était en permission, qui portait l'uniforme, hein, qui avait été tabassé gratuitement, etc. Et ça a embrasé évidemment les quartiers. Donc ça fait penser évidemment à des choses qui se produisent aux États-Unis ou en France. Et donc je m'étais intéressé à ce moment-là à la situation particulière. Donc c'est 4% de la population, et à ce moment-là, en tout cas, c'était 30-40% des gens en prison, par exemple. C'est 4% de la population, mais leur taux de pauvreté est 2 fois, 3 fois plus élevé que que le reste de la population israélienne. Donc, une espèce de permanence en fait de cette question de la couleur dans différentes sociétés, hein, où on va retrouver ce type de discrimination qui se produisent, hein, et puis
Donc quand André a tweeté pour parler de cette rencontre ce soir, on a eu pas mal de réactions sur Twitter, dont quelqu'un qui citait un événement tout à fait récent en Israël, des enseignants qui ont été sanctionnés, fort heureusement, puisqu'ils avaient un groupe WhatsApp où ils dénigraient leurs élèves d'origine éthiopienne. Des élèves, lors d'une sortie, ont réussi à faire des captures d'écran de ce groupe WhatsApp, et donc ça a sorti, ils ont été suspendus et je crois même exclus. Mais ça montre bien qu'il y a quand même une permanence de ce rejet sur la base de la couleur. Et que donc ici la judéité ne fait pas l'unanimité en quelque sorte. Oui, ce qui renvoie à une des données de l'ouvrage qui est tout à fait intéressante, c'est que le fait d'être soi-même une minorité discriminée ou une minorité qui se perçoit comme menacée, dominée, etc., n'exempte pas de la possibilité de crispation identitaire. Au contraire, c'est même parfois ce statut de minorité dominée qui conduit à se définir en opposition à d'autres et à avoir un discours hostile, revendicatif, de dénigrement, etc. Et du coup, si d'Israël, on revient maintenant de l'autre côté, donc la Méditerranée et de l'Atlantique pour aller retourner aux États-Unis, vous montrez très bien dans votre livre qu'il y a un grand retournement qui se produit dans les années 1960, à la fin des années 1960, et avec deux événements contemporains, non reliés, mais contemporains et très forts. D'un côté, une évolution des mouvements noirs qui s'éloignent de l'idéal d'intégration des droits civiques de Martin Luther King, pour faire simple, pour aller vers un nationalisme noir affirmant le Black Power, affirmant même des formes d'autodéfense violente, de volonté de rejeter finalement l'intégration dans la société blanche, la société dominante. Et puis quasiment en même temps, on a 1967 et on a un basculement géopolitique qui fait que Israël est de plus en plus placé dans le camp impérialiste, avec en plus la guerre du Vietnam au même moment, qui fait que Israël devient, aussi bien les Juifs aux États-Unis deviennent pour des Noirs américains des figures de la domination de la société blanche qu'on combat, et à l'extérieur, Israël devient la figure de l'impérialisme contre lequel on combat aussi, et du coup, ce même contexte entraîne un basculement très profond, pas pour tout le monde évidemment, mais quand même pour de larges segments de l'opinion. Oui, il y a effectivement eu un retournement des relations, pour paisibles qu'elles aient pu être pendant un temps. Il y a eu un retournement qui a été consécutif pour beaucoup de la position d'Israël. C'est-à-dire que la radicalisation la société afro-américaine a pris son essor en créant ses propres structures associatives et communautaires. En faisant cela, elle s'est dotée d'un pouvoir. Et ce pouvoir-là, qui a été revendiqué sous le nom de Black Power, que tout le monde connaît bien, a essaimé, enfin, d'autres mouvements ont essaimé tout autour de ce mouvement-là. La position était qu'il n'y avait plus de concessions possibles par rapport à une intégration, que la dignité noire faisait qu'on allait créer notre propre système, notre propre mode de vie, sans s'aligner nécessairement sur les modèles, entre guillemets. Donc ça a été un petit peu, un tournant. Enfin, je dis un petit peu, mais je ne devrais pas dire un petit peu. Ça a été réellement un tournant de radicalisation. Je pense notamment à la SNCC, qui était un groupement étudiant, d'étudiants pacifiques, qui, à un moment donné, s'est totalement radicalisé et passé dans la violence aussi. Donc, il y a eu des changements de paradigme importants qui ont fait basculer la situation tout à fait différemment et par rapport à la notion d'entente. Parallèlement à cela, il ne faut pas oublier qu'il s'était créé une classe plus éduquée. Les Afro-Américains ont eu accès aux universités et ont pu accéder à d'autres fonctions. Donc il s'était créé une classe afro-américaine qui pouvait aussi s'opposer avec des arguments similaires. Donc le rôle des Juifs à ce moment-là est devenu secondaire
Et la notion de paternalisme, alors, a été totalement rejetée par les Afro-Américains. Vincent Villemain, sur cette évolution qui se traduit aussi à l'échelle sociale, parce que là on l'a un peu dessiné dans ces grandes lignes, mais c'est aussi parfois des questions ancrées dans des territoires. Le fait que par exemple à Brooklyn, eh bien, il y ait des enseignants juifs dans des écoles à majorité noire, voilà, il y a des tensions qui peuvent en découler, il y a des propriétaires juifs d'immeubles où vivent des noirs, etc. Voilà, ce retournement de contexte des années 60, il se prolonge jusqu'aux années 80-90 et une période plus récente. Oui, dans cette période-là, il y a aussi un sujet qui accapare l'attention, c'est la question de l'apartheid en Afrique du Sud, où là encore, Israël est taxé spécifiquement d'être le principal soutien du régime d'apartheid, ce qui est évidemment plus que discutable. Ça fait partie des soutiens, hein, effectivement, mais le soutien, c'est encore autre chose. Voilà, exactement. Et ça joue beaucoup en fait, parce que c'est une mobilisation importante pour les Africains américains à partir des années 70 et surtout dans les années 80. Et ça couple, on va dire, ça se couple avec effectivement le rapprochement du mouvement national palestinien, l'association africain-américain palestinien, et donc du coup Israël est doublement un oppresseur en fait, il oppresse les Palestiniens et il oppresse en même temps les populations africaines, les populations sud-africaines. Donc oui, c'est un tournant majeur et c'est un tournant violent. Alors peut-être qu'il y a un personnage qu'on peut présenter, j'ai fait allusion tout à l'heure, mais qui incarne un petit peu cette radicalité nouvelle et qui est un personnage clairement antisémite, mais qui, comme il s'est mis à jouer un rôle central dans les communautés noires américaines, mais finalement un certain nombre de gens continuent à le fréquenter, à l'admettre, à le suivre, malgré des outrances antisémites tout à fait avérées, c'est Louis Farrakhan et l'organisation Nation of Islam. Edith Bruder, est-ce que vous pouvez dire un petit mot de son rôle et de pourquoi, voilà, est-ce qu'on peut dire que ce personnage il est symbolique de ces évolutions qu'on décrit? Alors, oui, bien sûr, Farrakhan a porté avec Muhammad les revendications de The Nation of Islam contre les Juifs. C'est-à-dire que c'est le département ainsi nommé de recherche de The Nation of Islam qui a produit ce manifeste qui a fait que les relations se sont totalement embrasées. Bon, alors Farrakhan, c'est quelqu'un qui était très engagé dans cette lutte. C'était un activiste. Il était profondément antisémite dans ses paroles. Il me revient à l'esprit que quand Jackson s'était présenté à la mairie de New York, c'est lui qui lui avait soufflé que New York était Town, ce qui veut dire la ville des Yupas. Donc je veux dire, voilà, c'était sur ce niveau, sur ce registre-là, à ce niveau-là. C'était des accusations, pour triviales qu'elles soient, qui fonctionnaient parfaitement bien au niveau d'une minorité noire pauvre, vivant dans des quartiers où il y avait des magasins tenus par des juifs qui parfois fonctionnaient mieux que les leurs et qui se sont, retrouvés dans une situation où bon nombre d'entre eux ont pensé qu'ils vivraient mieux si les Juifs n'avaient pas l'entre-gens qu'ils avaient au niveau social et sociétal. Oui, alors sur Farrakhan et la Nation of Islam, ce qui me semble aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on assiste à un glissement de la Nation of Islam. Alors la Nation of Islam, hein, ça fait partie de ces cultes, il n'y a pas grand-chose à voir avec l'islam, hein, au passage, hein, voire presque rien, à part le nom. Fait partie de ces cultes afro-américains qui apparaissent, en l'occurrence pour la Nation of Islam, dans les débuts des années 1930 à Détroit, à Detroit, de ces cultes en fait qui veulent s'affranchir du christianisme parce que le christianisme était une religion de domination. Ça fait une trentaine d'années qu'on voit émerger ce type de culte. Donc on a les Black Hebrew Israelites, on a le Moorish Science Temple of America, puis on a la Nation of Islam. Et la Nation of Islam, quand elle apparaît, elle crée une espèce de nouvelle représentation du monde, une nouvelle cosmogonie. Hein. Le monde était noir à l'origine.
intégralement noir. Et en fait, l'homme blanc est l'issue de manipulations, alors 6600 ans avant aujourd'hui, est issu de manipulations d'ordre génique, en fait, de la part d'un espèce de savant fou noir qui s'appelle Yacoub, et qui va progressivement, en fait, sélectionner, trouver les germes blancs, puis sélectionner les individus pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Donc ça, c'est un discours que Farrakhan considère toujours aujourd'hui comme vrai, hein, c'est très important. Donc il y a un discours extrêmement violent, racialement extrêmement violent, un renversement évidemment du stigmate, hein, c'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, évidemment. Mais au départ, ce qui est visé, c'est l'homme blanc en général. Hein, le danger, c'est l'homme blanc, hein, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné et qui a été créé pour asservir la race noire. Évidemment, la Nation of Islam va libérer l'homme noir de cet asservissement. La Nation of Islam donc, est dirigée par Fard Mohammad au tout début, puis ensuite c'est Elijah Muhammad qui en prend la direction jusqu'en 1975. Hein, Malcolm X en fait partie pendant un certain temps. Et quand Elijah Muhammad meurt, en fait, la Nation of Islam va prendre un chemin de rattachement progressif vers un islam sunnite orthodoxe. Et Louis Farrakhan, en fait, se dévie de ce rattachement et recrée une Nation of Islam orthodoxe, en fait. Et pourtant, dans les années 80, donc il continue de dire hein, que le récit de la création de la race blanche par Yacoub, etc., est un récit révélé et vrai, etc. Mais il se focalise plus spécifiquement sur les Juifs. Et ça, c'est quand même assez symptomatique de ce glissement, hein, où désormais, en fait, l'ennemi, c'est toujours le blanc, mais surtout le juif parmi les blancs, en fait. C'est très symptomatique de l'évolution de Farrakhan. Alors, on est en train de dresser un tableau assez sombre, finalement, d'évolution du dernier demi-siècle. Le livre donne quand même un certain nombre d'éléments pour penser la complexité, là aussi, pour penser des convergences, des rapprochements, même dans des périodes de crispation très fortes contemporaines. Hein. En France, on ne l'a pas évoqué, mais il y a eu évidemment des crimes antisémites qui ont été commis par des gens qui pouvaient se revendiquer d'idéologie islamiste radicale, notamment, qui ont pu aussi contribuer à tendre ces relations. Mais il y a aussi des gens qui militent dans des associations comme l'Amitié judéo-noire, il y a des gens qui organisent des projets culturels. Et il y a aussi, et ça c'est peut-être la piste la plus intéressante, tous ces phénomènes d'hybridation culturelle de gens qui se pensent comme juifs et comme noirs, pacifiquement, sans... Alors, il y en a pour qui c'est peut-être une identité compliquée. On pourra peut-être parler du basketteur Kyrie Irving. Je sais que Vincent veut en dire un mot, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi plein de gens pour qui, finalement, se vivre comme juifs et comme noirs, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'aux États-Unis, finalement, et une identité qu'on peut revendiquer, qu'on peut vivre de manière harmonieuse, en tout cas, qui ne vivent pas en eux-mêmes ce clivage qui pourtant politiquement attendu à s'installer. Il y a des gens qui prouvent en tout cas que on peut le dépasser ou on peut ne pas le vivre comme un clivage absolu. Oui, de toute évidence, à partir d'un certain moment, les espaces religieux aux États-Unis ont constitué des lieux de revendication et c'était des espaces qui permettaient de chercher du sens à son existence et à sa position dans le monde. C'est comme cela que sont nés les premiers mouvements juifs, noirs aux États-Unis. Je ne vais peut-être pas vous en faire l'historique, c'est trop long. Ça a commencé en gros en 1895 avec un prophète, on va l'appeler ainsi, puisqu'il a compris que les Noirs étaient en fait des Juifs. Alors là-dessus, quand dans le temps se sont formés les mouvements afrocentristes qui affirment que tout ce qui est que la culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des Noirs, tout cela a pris des proportions à tel point qu'il y a eu aux États-Unis, d'une part, des mouvements, et il y a des mouvements judéo-noirs qui considèrent qu'ils font eux aussi partie du peuple d'Israël, mais il y en a également qui considèrent, dans les mouvements afrocentristes durs, que les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux. Et pour certains, je pense à un auteur
en particulier Ben Yochanan, que les juifs blancs sont des imposteurs. Donc le conflit qui était social s'est également déplacé dans le domaine religieux avec certaines interprétations afrocentristes qui perdurent, parce qu'à l'heure qu'il est, les mouvements des Hebrew Israelites des États-Unis sont tout à fait antisémites par rapport au fait qu'ils se disputent la place. Justement, Vincent, l'un des représentants de ce type de construction identitaire, disant finalement les Noirs sont les seuls juifs, les autres juifs qui se disent juifs sont des imposteurs, c'est notre histoire qu'il faut raconter, c'est un joueur de basket extrêmement connu, extrêmement suivi, et qui a fait scandale cette année. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu ce qui s'est passé et en quoi c'est révélateur finalement ce qui s'est passé autour de Kyrie Irving? Ouais, alors je vais répondre, mais c'est vrai que j'ai compris la remarque tout à l'heure d'André. Il y a plein de façons d'être Hebrew Israelite, il y a plein de façons d'être juif noir en fait. Il y a les autoconversions en Afrique que Edith a décrit dans un précédent ouvrage, qui sont complètement sincères, qui sont spontanées, qui sont faites via Internet, etc., sans arrière-pensée, etc. Il y a des mouvements aussi Hebrew Israelites qui ont évolué aux États-Unis vers une coexistence complète, voire vers une intégration dans les synagogues, etc. Ça existe également en France, hein, c'est ce que Aurélien Mokoko-Gompio avait étudié. On a des phénomènes de coexistence tout à fait pacifiques. Et puis on a, voilà, maintenant j'ai dit ça, je vais revenir à des choses évidemment beaucoup moins sympathiques. On a effectivement les affirmations selon lesquelles, en fait, c'est même pas tellement que les juifs ne sont pas juifs, en fait, parce que c'est plutôt autour de l'israélité que ça se joue, en fait. C'est qu'en tout cas, les juifs ne sont pas des descendants d'Israël, donc ce sont des imposteurs. Donc c'est une autre forme d'antisémitisme extrêmement virulent, hein, puisqu'en gros, ici, ça dénie évidemment aux Juifs une part de leur identité évidemment fondamentale de faire partie du peuple d'Israël. Et donc Kyrie Irving, hein, qui a 4,6 millions de followers sur Twitter, donc André en a 70 000 je crois, mais ça va venir, a tweeté. Alors je pense que lui en fait en tant que tel était tombé complètement par hasard sur ce documentaire qui était diffusé par Amazon Prime à ce moment-là. Il dit qu'il cherchait en fait des réponses sur l'origine du terme Yahvé. Il est tombé sur ce documentaire-là, il en a fait la promotion, mais j'ai pas l'impression, alors peut-être qu'aujourd'hui il se défend comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'il était profondément acquis à la cause Hebrew Israelites. En tout cas, il en a fait la promotion. Comme il est par ailleurs anti-vax, platiste, oui, enfin bon, un peu toutes les lubies qui passent, voilà, il faut les saisir. Mais ça a quand même fait scandale autour de cette question. Oui, ça a fait scandale. Donc il a valorisé en fait un tout petit documentaire fait avec un budget revendiqué de 6 000 ou 8 000 $, basé sur des livres qui ont été écrits en 2014, 2015, 2016 par un homme qui s'appelle Ronald Dalton Jr., sur lequel j'ai un peu enquêté, mais il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il est afro-américain, qu'il est une famille du Nord, de la Pennsylvanie, qu'il a fait des études d'assistant médical, et puis qui dit qu'au début des années 2010, il a eu une révélation en fait, qui l'a amené donc à écrire ses livres et puis à adhérer à ce culte Hebrew Israelite. Et donc à construire ses livres et à produire ce documentaire, hein, dont le propos est très simple. Hein. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. En fait, même un peu au-delà. En fait, il y a une espèce d'alliance avec les populations également natives américaines, avec les populations également indiennes, jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les aborigènes d'Australie. On trouve en fait une espèce d'alliance qu'il y avait au XIXe siècle dans ce qu'on appelait les darker races, en fait, chez Du Bois, qui ont pu aussi être conçus sur un plan religieux. Donc une espèce d'alliance en fait de toutes les peuples ou toutes les races en fait contre les populations blanches, avec l'idée donc que toutes ces populations-là sont des descendants du vrai Israël, des tribus perdues. Alors avec une série d'arguments, évidemment, c'est très très long à regarder, hein. Ça dure 3 heures, c'est un peu pénible. Mais les arguments, c'est autour d'un triptyque. La langue, donc il prétend en fait que toutes ces langues, hein, toutes les langues africaines, les langues natives américaines, les langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en fait, sont des dérivés de l'hébreu, ce que n'est évidemment pas le yiddish, c'est son argumentaire, etc. Il prétend également, sur le deuxième argument, c'est les traditions. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve très souvent. On dit, regardez, on pratique la circoncision, on respecte également un certain nombre d'interdits élémentaires, on pratique le lévira, enfin bref, toute une série de règles qui seraient donc inspirées de la Torah.
Et puis il ajoute des éléments un peu nouveaux qui n'y avaient pas tellement dans les premiers écrits au début du XXe siècle, des éléments ADN. Alors ça revient tout le temps, l'ADN, etc. Le vrai ADN, le vrai ADN israélite, c'est celui des Noirs. Et avec évidemment parsemé, hein, donc le propos c'est essentiellement ça, mais parsemé de citations les plus antisémites les unes que les autres. Hein. Donc on a le droit à du Henry Ford, on a le droit à des citations forgées d'Adolf Hitler. Il n'y avait pourtant pas besoin de forger des citations d'Adolf Hitler, mais lui il en a forgé quelques-unes hein, pour dire que les Noirs étaient les vrais Hébreux. Enfin, on a le droit à toute une galaxie hein, de citations antisémites, et puis de poncifs aussi. Hein, les Noirs contrôlent les médias, il faut se réveiller, il faut réapprendre qui nous sommes, etc. Donc il a fait ici la promotion évidemment d'un brûlot. Hein, et donc le film a été retiré d'Amazon, donc moi j'ai eu du mal à le trouver, mais je l'ai trouvé quand même. Les livres en revanche n'ont pas été, donc les associations antidiscrimination aux États-Unis demandent à ce qu'Amazon retire de la vente ces livres. Ils sont toujours en vente et ils ont d'autant plus argué qu'il fallait les retirer, qu'il y a eu vraiment une hausse des ventes absolument considérable. Ils ont été classés dans le rayon religion au top 1 des ventes pendant quelques semaines, du fait, encore une fois, de la promotion de Kyrie Irving. Alors on espère vous avoir donné un aperçu de la complexité de cette histoire, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Israël et plus largement, et du fait que cette histoire, eh bien, elle offre une sorte de réservoir d'images, de conceptions, aussi bien pouvant être très dommageables parce que de l'ordre du cliché, de l'ordre de la forgerie, du mensonge, du stéréotype, que de ressources permettant de penser des moments, au contraire, de convergence, de coexistence, d'auto-définition en miroir par rapport à l'autre de manière très intéressante et très, très créative parfois, et du coup que, voilà, évidemment, cette histoire n'est pas réductible hein, à un seul côté, à une seule identité, à une seule manière de penser, évidemment, ni au conflit, ni à la réconciliation, mais à cet entre-deux, cet aller-retour qui est au cœur du livre. Alors, on n'a évidemment pas pu tout aborder, donc il y a certainement des questions qui peuvent être posées dans la salle, donc on va ouvrir la discussion pour environ une trentaine de minutes. Monsieur, il y a un micro qui arrive. Oui, bonsoir, merci pour vos interventions. J'ai une petite question assez courte. Comment l'Église elle a résolu la contradiction entre le fameux symbole du roi mage noir, je crois Balthazar, et puis l'acceptation de l'esclavage à partir du XVIIe siècle assez poussé. Je voulais savoir si les troubles entre les Juifs et les Noirs aux États-Unis préexistaient vraiment avant la Nation of Islam ou si c'est vraiment le fait de l'accroissement de l'influence du Black Power qui a causé tous ces troubles. Et puis, la dernière question, c'est en Israël. Est-ce que le racisme envers les Juifs noirs, est-ce que c'est du type négrophobie ou est-ce que c'est le même type de racisme qu'avaient les Ashkénazes envers les séfarades, ce qui voudrait dire que c'est plutôt du racisme du type classe sociale? Je peux tenter de répondre à votre question. Je ne suis pas sûre de pouvoir y apporter une réponse. Alors, déterminer le type de racisme, c'est un peu compliqué. Le racisme, c'est du racisme. Je ne serais pas capable de développer ce point-là. Dire qu'il y a eu un problème de classe sociale quand les Bêta Israël se sont installés, mais bien sûr qu'il y en a eu un et qui n'a pas été anticipé de façon à ce que ça puisse se passer mieux que ça ne s'est passé. Ça, c'est un premier point. Ils vivaient au Moyen-Âge. Ils sont arrivés dans ce pays. Et puis les populations israéliennes n'étaient pas toutes capables et en mesure d'absorber intellectuellement par rapport à la terminologie et au concept d'identité juive que ce peuple-là était également un peuple juif. C'était un choc réciproque. Donc ça a été... il aurait peut-être fallu, mais c'est toujours facile après coup, une préparation
des uns et des autres qu'il n'y a pas eu parce que ça n'était pas possible, parce que c'était un sauvetage en quelque sorte, les opérations qui les ont ramenés. J'ai oublié la deuxième question. Je crois que sur les rois mages, c'était Vincent qui voulait intervenir. Ah oui, bah vas-y, très bien. Alors j'aime beaucoup Balthazar, au passage. On lui a consacré quelques articles en français et en anglais sur notre site, donc si ça vous intéresse, vous y trouverez davantage de détails. Ce qui est intéressant ici, évidemment, c'est que, un peu comme pour la malédiction de Cham au départ, c'est une belle construction, hein, parce que si vous reprenez le texte des évangiles, en fait, ils sont pas trois, ils sont pas rois, ils viennent pas d'Afrique, ils sont certainement pas noirs, en fait. C'est des mages venus d'Orient, en fait. Donc on fixe d'abord le fait qu'ils soient trois au fait qu'il y a trois cadeaux, la myrrhe, l'encens, l'or, donc du coup ils doivent être trois, mais en fait, encore une fois, il y a juste écrit des mages. Ils sont pas rois, mais bon, ça fait mieux si ce sont des rois qui viennent honorer l'enfant Jésus, donc du coup, on va mettre que ce sont des rois, hein, ce sont les nations qui se prosternent devant le Messie. Et sur la question de l'origine, en fait, là aussi, c'est l'universalisme de l'Église qui est recherché, en fait. On va retrouver la tripartition du monde, il faut des mages qui viennent de toutes les parties du monde, même si le texte dit qu'ils viennent d'Orient, mais c'est pas grave, on les fait revenir de toutes les parties du monde. Et donc, progressivement, en fait, on va créer des noms, mais ils n'ont pas de nom aussi, hein. Balthazar, Melchior, Gaspard, c'est des noms qui apparaissent au 7e siècle, je crois, on les voit apparaître, et ils n'ont évidemment pas de couleur. Mais pour l'universalisme, ça fait bien, en fait, s'ils peuvent être rouges, noirs et blancs, en l'occurrence. Et donc, on voit apparaître cette idée d'un mage noir, d'abord de façon scripturaire, et puis après, elle apparaît dans les représentations en Europe à partir du XIIIe, XIVe siècle, à une époque où il y a globalement, dans l'espace germanique, plus particulièrement, une revalorisation de la couleur noire. Ça se voit aussi dans l'héraldique, un attrait aussi plus important vis-à-vis de l'Afrique, avec l'idée du royaume du prêtre Jean, et peut-être en Éthiopie, il va peut-être nous aider à refaire une croisade, ça serait bien. Et donc, il n'y a pas d'incohérence parce que, si vous voulez, à ce moment-là, la question de l'esclavage des populations noires ne pose pas tellement de problèmes. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de constater que cette mode picturale de représenter un Balthazar noir se développe encore davantage au XVe et au XVIe siècle, mais que désormais, en fait, les modèles de Balthazar sont des modèles vivants et que ce sont bien souvent des esclaves qui ont été ramenés dans la péninsule ibérique qui servent de modèles vivants, en fait, aux artistes. Et c'est des choses qui ont été ensuite, des questions qui ont été ressaisies après, y compris par les populations africaines-américaines, enfin avant, à l'époque moderne, avec l'idée qu'il nous fallait un mage qui vienne du Nouveau Monde. Donc on a des chrétiens convertis, des natifs convertis qui vont dire qu'il y a un des mages qui doit venir de là, parce qu'encore une fois, l'universalisme chrétien est important. Puis dans les populations africaines-américaines, on efface cette fois le mage blanc. Pour casser, là aussi, hein, on retrouve ce genre de pratique. Donc c'est vraiment une question de l'universel ici qui est posée autour des mages venus d'Orient. Je crois que la troisième question de monsieur portait sur le fait que la Nation of Islam soit la cause ou le déclencheur du clivage aux États-Unis. Et bon, d'après ce qui est dans le livre, c'est pas la seule cause du tout. C'est un ensemble de ruptures des années 60 en particulier. La Nation of Islam en a une incarnation, mais pas la cause unique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, monsieur? Oui, bien sûr. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, très riche. Moi, j'ai deux questions, plutôt pour Madame Bruder. La première, c'est sur les mouvements philosémites dans leur forme plus contemporaine. Est-ce qu'il peut y avoir une articulation dans des communautés chrétiennes évangélistes aux États-Unis entre, du coup, c'est une idée, enfin, de l'importance d'un sionisme politique et du retour de, je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait, est-ce qu'on peut articuler le mouvement philosémite contemporain aux questions des relations entre Noirs et Juifs aux États-Unis? Et deuxième question, c'est sur la question des conversions, enfin des autoconversions, donc des populations, de certaines populations d'Afrique subsaharienne. Du coup, si je comprends bien votre analyse, ce serait des conversions par retournement du stigmate et dans un truc d'intégration du discours porté par les voyageurs et les colons, etc., sur ces populations qui auraient poussé leur conversion. Merci, je suis désolée, mes questions ne sont pas super claires, mais... Alors, je vais commencer par la seconde, si ça ne vous ennuie pas.
puisque vous évoquez les communautés juives autoproclamées d'Afrique subsaharienne, il faut savoir que ce qui les caractérise, c'est leur engagement dans le judaïsme. Ce sont des communautés qui prennent ce parti, cette décision d'une affiliation, et qui s'y tiennent. Alors, certaines considèrent qu'elles sont descendantes des tribus perdues. Ça, c'était avant le XXIe siècle, c'est-à-dire la fin du XXe, la toute fin du XXe. Et j'observe depuis peu que des communautés choisissent le judaïsme. Leur discours au départ n'est pas forcément nous sommes des descendants des Hébreux. Alors, bien sûr, là aussi, les discours sont évolutifs. Mais je pense notamment à la Tanzanie, au Kenya, au Cameroun, où les communautés, au départ, n'affirmaient pas une descendance, n'affirmaient pas que leurs ancêtres étaient venus là, etc. Donc, il y a différentes typologies dans cette affiliation au judaïsme de communautés subsahariennes. Alors, la première question. Oui. Alors, un mouvement philosémite aux États-Unis. Mais d'emblée, les juifs afro-américains sont l'expression de mouvements philosémites en soi. Ils ont suffisamment d'admiration et de sentiments de fraternité par rapport à l'histoire des Hébreux dans laquelle ils se reconnaissent, pour abonder dans ce sens jusqu'à choisir. Il faut connaître l'histoire que j'évoque dans le livre et ailleurs, des premiers mouvements judéo-noirs aux États-Unis, comment ils se sont formés et comment ils ont réussi à fédérer autour de et à rallier d'autres individus autour de ces déterminations. Alors maintenant, l'implication des mouvements philosémites au sein des églises évangéliques et autres, c'est très... ça n'est pas homogène là non plus. Bien sûr qu'il y a une dimension messianique dans toutes ces églises qui est évidente, mais on ne peut pas, je ne serais absolument pas capable d'émettre une idée générale sur l'implication et le fait et la revendication d'un philosémitisme dans toutes ces églises. Ce n'est pas aussi clair que cela, en tout cas à mes yeux. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très dense et très intéressant. Moi aussi, j'avais deux questions. La première, c'était, je voyais l'image que vous avez, enfin, ou que vous, l'éditeur, je ne sais pas, avez choisi en couverture de votre ouvrage. Et c'est vrai que quand je l'ai posté sur les réseaux sociaux, ça a interpellé. Pourquoi le choix de cette image, puisque il y avait une énorme polémique derrière cette image. Donc, je me demandais comment vous interprétez cette image et puis la polémique qu'il y avait eu avec Art Spiegelman. Voilà, ça c'est ma première question. Et la deuxième question, quand vous parlez des relations entre juifs et noirs, si je me concentre sur le cas français, il me semble qu'il y a quelque chose qu'ils ont très fort en commun, c'est une forme de demande de reconnaissance qu'ils sont français, qu'ils appartiennent à la nation, à la République, ou à tout ce qu'on veut. Il y a 1000 formes et 1000 manières de le dire, etc. Et je pense qu'en France, peut-être plus qu'ailleurs, c'est possible d'être juif ou c'est possible d'être noir sans que ça soit trop un problème existentiel, même s'il y a une histoire quand même qui est compliquée. Comment est-ce que c'est pas abordé dans votre ouvrage, pour les juifs en France ou les noirs en France, comment vous interprétez, enfin, comment vous composez avec le fait
que souvent ressortent aussi, et je conclus, excusez-moi, j'ai fait un peu long, il y a ce rapport à l'Union européenne, enfin à l'Union, à l'identité européenne qui réapparaît, que vous abordez pas du tout dans l'ouvrage. Et je dis ça parce que bon, bah, quand Omar Sy a fait le film Tirailleurs, il y a eu cette question qui est ressortie du lien entre, bon, est-ce que un Européen c'est un noir, voilà, pour la faire simple. Et si on se place en Pologne, on voit encore des historiens qui sont attaqués quand ils travaillent sur la Shoah. L'idée de est-ce qu'un Européen c'est un Juif, c'est aussi un truc qui coince un peu. Et dans la mesure où c'est important pour les uns et les autres dans le cadre français et que cette non-reconnaissance peut créer des tensions, est-ce que, voilà, comment est-ce que vous analysez le fait que c'est peut-être plus facile d'être français qu'européen quand on est noir et juif et que ça, il y a peut-être quelque chose à creuser. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je vous remercie en tout cas. Je vais répondre d'abord à votre première question que j'aime bien parce qu'elle elle correspond à l'aspect provocateur de l'image de couvre. Bon, il y a eu une petite discussion un peu serrée avec l'éditeur à ce propos. Et je me suis ralliée à son avis parce qu'au départ, je n'étais pas favorable. Je trouvais que c'était une métonymie, c'est-à-dire que c'était vraiment une petite partie de quelque chose qui était supposé illustrer quelque chose de très très vaste et très très long dans le temps. En même temps, le côté provocateur ne m'a pas déplu. Et en même temps, j'ai lu ce que Spiegelman avait écrit à l'époque. Et ce qu'il a écrit à l'époque est totalement croustillant. C'est-à-dire qu'en fait, à une époque où les tensions étaient très fortes, son ami qui dirigeait le New Yorker lui a demandé de faire une image ou des images pour relancer la publication. Et voilà, alors il a fait plusieurs propositions. Finalement, c'est ceci qui a été choisi. En gros, par rapport au sujet, et là vous allez voir la relation entre lui et moi, Spiegelman a dit, ben comme ça, ils pourront m'en vouloir des deux côtés. Et ben j'ai trouvé que c'était bien. Je ne sais pas ce que je souhaite, mais ce côté un petit peu comme ça, voyez-vous, c'était bien de l'introduire parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais si on arrive à ce que ce soit tous les deux camps, on va le dire comme ça, bien que je ne considère pas que ce soit des camps, mais qui se retrouvent là-dedans, pourquoi pas. Ensuite, la seconde question. Je peux essayer de résumer la question. La question me paraît double. Est-ce que, d'un côté, est-ce que c'est plus simple d'être juif et ou noir en France par rapport à d'autres pays du fait de l'universalisme, en quelque sorte, républicain, qui peut poser par ailleurs des problèmes, mais bon, disons qu'il peut avoir aussi cette qualité de permettre à des gens de vivre leur identité sans une assignation trop forte. Et en revanche, est-ce que cette possibilité-là qui existe en France, ou en tout cas pour certains qui existent en France, est-ce que c'est forcément faisable à l'échelle européenne, dans la mesure où à l'échelle européenne, il y a des gens qui conçoivent mal qu'on puisse être noir et européen, juif et européen, en fonction de leur propre histoire différente de celle de la France. J'aurais tendance à vous dire, ça c'est leur problème. J'aurais tendance à penser que c'est le problème de ceux qui pensent comme cela. Alors en France, ce qui fait que c'est plus facile, c'est notre Constitution qui ne fait pas de nuance à ce niveau-là. Donc ça rend un citoyen est un citoyen. On n'évoque absolument pas ni son appartenance ethnique, ni son appartenance religieuse. C'est ce qui fait le confort dont les uns et les autres peuvent jouir dans notre pays. Maintenant, qu'il y ait d'autres façons de penser, je n'en doute pas une minute. Bonsoir, merci pour vos interventions respectives. Ma question en fait portait sur déjà la terminologie de juif afro-américain. Enfin, vous l'aviez utilisée, employée pour
pour des mouvements de sémitisme, et je pense qu'il y a aussi tout un courant en fait d'enfants de couples mixtes. Donc voilà, un parent juif, le plus souvent ashkénaze par ailleurs, et l'autre African American. Et en fait, moi j'observe ça, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc il y a des reconfigurations identitaires, des reconceptualisations de l'identité juive à travers ce nouveau, cette hybridité-là qui est revendiquée. Et donc ma question porte en fait sur d'après vous, dans quelle mesure cette reconceptualisation de l'identité juive, qui devient plutôt une identité sociale, diasporique et politique versus, enfin, qui pourrait être en contradiction avec une conceptualisation ethnique et d'indigénéité à la terre d'Israël. En fait, comment ces deux conceptions se nourrissent, dans quelle mesure elles sont en altercation, est-ce qu'il y a des dialogues entre entre ce renouveau de la conceptualisation de l'identité juive aux États-Unis versus ce qu'on considère être l'identité juive dans des discours, disons, hégémoniques sur la judéité. Tu veux non, je peux y aller si tu veux. Bon, vous l'avez sûrement compris, dans ce livre, il n'y a pas vraiment de discours hégémonique. D'une manière générale, il y aura toujours des discours hégémoniques, sauf dans un monde que nous n'imaginons même pas. Mais aux États-Unis, il se crée à la fois ces groupes et ces mouvements judéo-africains, ou afro-judéo, enfin, vous voyez, tout ça, justement du fait de la constitution de familles noires et juives. Alors, depuis l'abolition de l'interdiction des mariages mixtes, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 68, 70, quelque chose comme ça, 67, oui. Depuis cette période-là, il s'est constitué vraiment des familles comme cela, et qui fonctionnent le mieux possible. Tout dépend de leur environnement social et intellectuel. Donc ça, c'est un fait acquis. Après, il y a toutes les autres créations, puisque ce sont des créations de cultes un petit peu différents, pas toujours alignés avec un judaïsme orthodoxe, mais cependant suffisamment alignés. Il y a toutes les questions qui tournent autour de la conversion, qui sont bien acceptées par certains mouvements et pas par d'autres, pas par les mouvements orthodoxes. Voilà comment ça se met en place. Mais sur le plan politique, ça commence à exister réellement dans la mesure où les juifs noirs afro-américains demandent d'être respectés en tant que tels. Ils circulent quand ils marchent pour Black Lives Matter, ils affirment que Black Jews Lives Matter. Donc eux aussi sont très très impliqués, et c'est pour ça que sans pouvoir déterminer le moindre horizon temporel, on peut se dire que l'intégration de ces mouvements qui sont très intégrés dans la culture américaine, on peut se dire que leur intégration va mettre en place des changements et met en place des changements évidents. Alors, donc j'ai une question pour vous, Madame Bruder. Donc, quelle est la réception de la communauté historienne états-unienne au moment de la sortie du fameux manifeste de la NOI dont vous faites référence? Est-ce qu'elle est instantanée? Est-ce qu'elle est massive? Et comment est-ce que, ensuite, quand cette critique est arrivée, elle fut réceptionnée à son tour par la société civile et politique? Et j'avais une autre remarque aussi, je crois, il me semble que c'est Marcus Garvey qui se faisait appeler aussi le Moïse noir, je crois. Oui, ouais. Tout à fait. Et voilà. Alors, je vais commencer par la deuxième. Marcus Garvey, c'est vrai qu'il s'est fait... on le surnommait le Moïse noir parce qu'il voyait, il disait, de même que les Hébreux
ont retrouvé leurs terres. Ça, c'était consécutivement à la création de l'État d'Israël. Nous retrouverons l'Afrique. Il y a un mouvement d'Hebrew Israelites qui a un mouvement à l'origine des Hebrew Israelites qui a d'ailleurs entrepris le processus en quittant les États-Unis et en se rendant au Libéria. Ils ont passé peu de temps parce que l'intégration a été difficile et ils sont du Libéria, ils sont partis en Israël. En Israël, ça a été compliqué aussi, surtout qu'ils n'avaient pas leur revendication de retour n'était pas bien entendue par le gouvernement. Et puis les choses se sont arrangées et finalement, ils se sont intégrés, ils ont eu la nationalité et les droits sociaux qui tournaient autour. Ils se sont parfaitement intégrés et ce sont des groupes qui ont gardé leur particularité, c'est-à-dire qu'ils font une musique extraordinairement belle, ils sont très appréciés pour cela, et ils respectent tous les enseignements de la Torah, pas d'autres. Ils sont très particuliers, ils sont polygames et végétariens. Cela dit, ils font complètement partie aujourd'hui de la société israélienne et de sa multiplicité. Donc voilà pour la deuxième question. Si tu ne veux pas répondre à la première, je suis sûre. Oui. Première chose, la portée de ce texte et la portée globalement de la Nation of Islam version Farrakhan est inversement proportionnelle au nombre de ses adhérents. C'est un groupuscule, hein. Ils sont quelques dizaines de milliers, c'est vraiment presque rien. Mais il n'empêche que Farrakhan est capable de faire publier ça avec son Nation of Islam Research, je sais pas quoi, University, un truc comme ça. Et qui est capable également d'organiser la Million March en 94, je crois, donc de fédérer énormément, alors même que ceux qui adhèrent à la Nation of Islam version Farrakhan sont très 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 peu nombreux aujourd'hui. Quant à la réaction en fait de la communauté historienne, bah, c'est un peu comme pour Juifs et Noirs. En fait, il y a des historiens. En fait, il y a plusieurs historiens, vous savez, sur cette question de l'esclavage et du rôle des Juifs dans l'esclavage. Vous avez des historiens, principalement africains-américains, et sans doute d'autres aussi, pour dire que les Juifs ont joué un rôle prépondérant dans l'esclavage. Vous avez aussi des historiens pour dire que non, les Juifs n'ont joué aucun rôle dans l'esclavage. Et vous avez des historiens plus mesurés qui vont dire que oui, il y a eu des rôles, mais que ça n'en fait pas. Donc en fait, la réaction a été globalement, unanimement condamnée, hein, mais la Nation of Islam est globalement condamnée. Enfin, de manière générale, ces propos sont globalement, généralement condamnés, mais il n'empêche qu'ils ont quand même une portée importante sur une partie de la communauté africaine-américaine. On va prendre une dernière question. Merci pour cette présentation. J'ai deux petites questions. J'en ai une sur les moments de rapprochement entre les luttes des Juifs et les luttes des Noirs, avec la création du ANACP. NAA. Et je voulais savoir, est-ce qu'ils avaient des revues, est-ce qu'ils écrivaient ensemble, et est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces textes-là? Oui. Là, je vous réponds d'emblée. Il faut voir il faut que vous retrouviez les archives de The Crisis, la crise en anglais, qui était le support qui était dirigé par Du Bois sur le sujet. Si vous avez besoin d'avoir des informations sur le NAACP, vous les trouverez là-dedans. Du Bois a été le premier, qui était le leader de l'intelligentsia, comme je l'ai dit précédemment, a été le premier à faire fonctionner, c'était lui le rédacteur en chef de ce support. Merci beaucoup. Ah merde, c'est bon, ça marche? Ok, bon, ça va. Et alors, j'ai une autre question. Par rapport à la manière dont le gouvernement israélien de l'époque a traité notamment certaines familles yéménites, etc. Et notamment, on avait vu un film avec les copines il n'y a pas longtemps,
sur les Misrahim, etc. Et comment est-ce que le gouvernement à l'époque a volé des enfants pour les mettre dans des familles ashkénazes qui avaient été stérilisées de manière horrible pendant la Shoah, etc. Et donc je me posais la question de comment est-ce que vous entendez, parce que vous avez parlé d'identité, du rapport à l'identité juive, et je me disais que et même la question sur les questions des classes racialisées, la racialisation des classes sociales, il y a eu évidemment dans la construction d'un État-nation dans nos sociétés dans le monde tel qu'il fonctionne, forcément des classes racialisées, avec le fait de mettre des personnes, des communautés racialisées dans des classes sociales exploitées parce que ça sert le capitalisme. Mais pourquoi est-ce que vous le pensez sous le terme de l'identité et que c'était compliqué à penser une identité juive qui serait haute? Est-ce que c'est pas seulement la question du racisme dans le capitalisme qui produit ça et pas du tout la question de l'identité qui en fait engendrerait des formes d'essentialisation de ce que c'est qu'être juif? Et voilà, je voulais savoir ce que vous entendiez derrière l'identité, en fait, à la fois Monsieur Loez et Madame Bruder, quand vous avez parlé de ça tout à l'heure. C'est un vaste propos, la question de l'identité. Alors, l'identité juive, c'est quand même une terminologie extrêmement vaste. Il n'est pas facile de la définir. Alors, il y a des définitions extrêmement strictes qui sont les définitions rabbiniques. À ce moment-là, c'est très simple. On est juif dans tel et tel cas de figure, notamment si la mère est juive. Bon. Maintenant, si on fait un tour du monde, les identités juives, ça ne marche pas toujours comme cela, dans les faits. Donc vous voyez, c'est difficile d'aborder la question de l'identité religieuse sans en venir à élaborer des réflexions en rapport avec une identité locale, politique, dans un certain contexte. J'ai l'impression que quand on pense sous le terme de l'identité, de se dire oui, c'est peut-être compliqué de penser une identité juive plurielle, ça peut tendre vers une invisibilisation de processus de racialisation dans le capitalisme et également, et ça peut engendrer des formes d'essentialisation. Parce qu'en fait, les formes de racisme en Israël à ce moment-là, c'était lié c'était du racisme et qui était utile à un fonctionnement capitaliste à ce moment-là. Et je pense pas que, j'ai l'impression que c'est pas forcément lié à ces questions d'identité et que l'idée le fait de mobiliser la question de l'identité à ce moment-là, dans ces périodes-là, c'était pour justifier, légitimer en fait des processus racialisants et qui permettaient de faire fonctionner les classes sociales à ce moment-là. Mais j'en suis pas sûre. Mais voilà, c'était pour savoir que vous en pensiez. Ce n'est pas mon approche du sujet. Je ne vois pas les choses comme vous les décrivez. Je pense très sincèrement qu'il y a eu un très très gros choc pour tous les juifs non africains de se retrouver et non préparés, de se retrouver cohabitant, sans cohabiter parce que ils n'habitaient pas forcément ni les mêmes lieux ni ne fréquentaient les mêmes lieux non plus. Je pense que c'est de cet ordre-là, de la non-préparation, sachant qu'ils ne parlaient absolument pas la langue locale non plus, sachant qu'ils n'étaient absolument pas alphabétisés dans leur pays. Au moment où ils ont fait ce retour, vous parliez des Éthiopiens, au moment où ils ont fait ce retour, je ne suis pas sûre que c'était une problématique politique comme selon la façon dont vous la formulez. Il me semble plutôt que c'était une non-préparation, que ça correspondait à une non-préparation, et puis que ça correspondait au fait qu'il faut internaliser un concept comme cela. Si on a dans la tête que les juifs sont blancs, se retrouver face à une population de juifs noirs, c'est pas simple. On va tout doucement terminer la séance. Merci beaucoup à tous les trois.